علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن معروف. Voici l'histoire du dernier grand spécialiste de la longue tradition mécanique arabe qui a commencé à Bagdad dans la première moitié du IXe siècle avec les travaux des frères Banu Moussa et qui s'est poursuivi jusqu'à la fin du XVIe siècle dans différentes régions de l'espace musulman. Il s'agit de Taqiyuddin ibn Ma'rouf, un homme de science qui a vécu en Syrie puis au Caire avant de s'installer définitivement à Istanbul, la capitale du califat ottoman. Il est né en 1526 à Damas, dans une famille d'origine turque. Il a reçu sa formation de base de son père, qui était un enseignant. Puis, il a suivi des cours de droit, de mathématiques et d'astronomie auprès d'un certain nombre de professeurs de sa ville natale. Il a 24 ans lorsque sa famille s'installe à Istanbul. Là, il se perfectionne en astronomie et en mathématiques. Quelque temps après 1549, année de la nomination de Ali Pacha comme gouverneur de l'Égypte, ce dernier lui propose de venir travailler au Caire. Il s'y installe et il exerce la fonction de juge. À une date indéterminée, il occupe le même poste à Naplouse, en Palestine. En 1560, son protecteur est rappelé à Istanbul, où il est nommé au poste de Sadr al-A'zam, l'équivalent de Premier ministre. Ibn Ma'rouf le suit, et il devient professeur dans une madrasa d'Edirne. En 1570, il est de nouveau à Istanbul, où il fait partie du premier cercle de Khawaja Sa'd ad-Din, le propre précepteur du sultan Selim II. Grâce à une intervention de ce protecteur, il est nommé en 1571 Munajjim Bashi, c'est-à-dire chef des astronomes. L'accession au trône du sultan Mourad III en 1574 lui ouvre de nouvelles perspectives. Grâce à l'appui de Ali Pacha et de Sa'd ad-Din, il fait parvenir au sultan un projet de construction d'un observatoire à Istanbul. Il accompagne le projet d'un argumentaire scientifique expliquant que les tables astronomiques qui existaient et qui étaient encore utilisées n'étaient plus opérationnelles, dans la mesure où les paramètres liés au mouvement des objets célestes avaient évolué, ce qui nécessitait leur réactualisation par de nouvelles observations et de nouvelles mesures. En 1575, le projet est accepté par le sultan et avalisé par son conseil des ministres. Dans la lancée, Ibn Ma'rouf est nommé chef du projet et directeur du futur établissement. La construction de l'observatoire est achevée en 1577. Grâce au financement de l'État, Ibn Ma'rouf a pu le doter d'une riche bibliothèque et de tous les instruments nécessaires aux activités quotidiennes des astronomes, comme l'astrolabe planisphérique, la sphère armillaire, l'astrolabe cadran, le compas ordinaire, la règle parallactique, etc. Le premier travail qu'Ibn Ma'rouf et ses collaborateurs ont mis en chantier a été la révision des tables astronomiques qu'avait réalisé l'équipe d'Ulugh-Beg à l'observatoire de Samarcande. Parallèlement, ils ont calculé l'inclinaison de l'écliptique et ils ont fait une série d'observations sur les éclipses de soleil et de lune. En 1578, une grande comète est apparue dans le ciel. Ibn Ma'rouf en a informé le sultan en expliquant que cet événement annonçait la victoire de l'armée ottomane sur celle des Safawides qui gouvernaient la Perse. Les mêmes sources nous apprennent que la victoire annoncée par les astronomes a bien eu lieu, mais, dans le même temps, une épidémie s'est déclarée en Anatolie, faisant de nombreuses victimes, en particulier parmi les élites du pouvoir. Ce second événement inattendu aurait provoqué la mobilisation des milieux conservateurs de la capitale. À leur tête, il y avait, nous dit-on, la plus grande autorité religieuse du califat, le cheikh al-Islam Qadi Zada, qui était aussi un farouche opposant aux deux protecteurs d'Ibn Ma'rouf. Des manifestations auraient eu lieu pour protester contre la construction de l'observatoire qui était jugé responsable de l'épidémie. Quoi qu'il en soit, la mobilisation a dû être suffisamment importante pour que le sultan ordonne, en 1580, la destruction de l'observatoire.
Dans le domaine des publications, Ibn Ma'rouf a écrit divers ouvrages sur les mathématiques, l'astronomie, l'optique, la mécanique et la médecine. En astronomie, son ouvrage le plus important est intitulé « Les perles ordonnées pour faciliter la réalisation du calendrier ». Il est basé sur les tables astronomiques de Lourbeck, et ses autres écrits concernent des instruments comme le cadran sinus ou des outils mathématiques comme les projections planes. En mathématiques, on lui doit un manuel d'algèbre et un autre sur les procédés de calcul selon la méthode indienne et selon celle des astronomes. Son troisième livre est un commentaire d'un manuel du XIIe siècle. Comme on le voit, dans les deux domaines que je viens d'évoquer, Ibn Ma'rouf ne fait que diffuser des savoirs déjà anciens, en les actualisant évidemment pour l'astronomie. Son originalité, on la trouve dans une autre discipline, la mécanique appliquée. Dans ce domaine, il a publié deux ouvrages. Le premier, intitulé « Les planètes précieuses pour la construction des horloges ». C'est une sorte d'encyclopédie des horloges mécaniques. Le second, dont le titre est « Livre des procédés nobles sur les instruments merveilleux », expose de nombreux systèmes qui s'inscrivent dans le prolongement de la tradition mécanique arabe inaugurée par les frères Banu Moussa. Après ces derniers, toute une activité technologique s'était développée sans qu'elle soit toujours accompagnée de publications. C'est ce dont témoignent en particulier les centaines de systèmes hydrauliques qui ont été construits un peu partout dans l'Empire musulman et dont il reste encore des vestiges souvent très parlants. Puis, au XIIe siècle, une étape importante est franchie avec la publication du chef-d'œuvre du Syrien Al-Jazari, le recueil utile sur la théorie et la pratique de l'art des procédés ingénieux. On y trouve en particulier la description de systèmes sophistiqués pour remonter l'eau d'une rivière ou d'un puits. L'un d'eux est un appareil à balancier qui utilise le principe de l'engrenage segmentaire. Un autre, conçu pour le même usage, aurait été le premier à utiliser une manivelle intégrée à une machine. Le troisième est une pompe à eau dont la conception était toute nouvelle pour l'époque puisqu'elle utilisait deux pistons qui fonctionnaient grâce à la transformation du mouvement circulaire en mouvement rectiligne alternatif. Mais revenons à l'ouvrage d'Ibn Ma'rouf. Son auteur y décrit une première catégorie d'appareils semblables à ceux des Banu Moussa, comme les clepsydres, c'est-à-dire des horloges à eau, et des automates d'agrément. On y trouve aussi une horloge astronomique dont le principe avait été utilisé par l'astronome syrien du XIVe siècle, Ibn Shatir. Mais c'est dans le 4e chapitre de son livre, consacré au système hydraulique, qu'Ibn Ma'rouf se montre innovant, tout en s'inscrivant dans la longue tradition mécanique gréco-arabe. En plus du système hydraulique à deux pistons, inventé par Al-Jazari, on trouve dans son livre la première description arabe de la pompe à vis, dont un modèle primitif était déjà utilisé en Égypte. Cette description est d'ailleurs contemporaine de celle du mathématicien italien Cardan. La seconde contribution concerne la description d'une pompe à chaîne qui est utilisée pour la captation des eaux profondes. Quant à la troisième, c'est un perfectionnement du système à 4 pistons inventé par Al-Jazari, puisque l'appareil conçu par Ibn Ma'rouf utilise 6 pistons. Je conclurai cette brève évocation des apports d'Ibn Ma'rouf avec une information importante pour l'histoire des savoir-faire technologiques. Avant d'exposer dans le détail le mécanisme ingénieux qui lui permet de faire tourner d'une manière automatique une broche servant à faire des grillades, Ibn Ma'rouf nous donne une information très importante concernant l'utilisation à Istanbul de la vapeur comme force motrice. Il dit à ce sujet, je cite, « Différents procédés furent utilisés pour faire fonctionner cette broche. Une première méthode se base sur la force de la vapeur d'eau. Elle consiste à fixer à l'extrémité de la broche une roue à ailettes qui tourne sous l'action de la vapeur d'eau, provenant du bec d'une gargoulette placée sur le feu. L'intérêt de cette information est qu'elle fait reculer d'un siècle la date de l'utilisation de la vapeur comme force motrice, puisqu'il faudra attendre le milieu du XVIIe siècle pour que l'on retrouve une description analogue en Europe dans un livre de l'anglais Wilkins. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar.
Les savantes de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.